Je vous remercie d'être venu. On va commencer. Donc, je vais vous présenter, mais vraiment brièvement, les participants à la table ronde. Donc, on a Julien Sapa là en premier, qui est en fait le directeur artistique de Plug and Play. Donc, qui a créé la marque, le graphisme, etc., des espaces, des produits, voilà. Sylvie Estrada d'Indexbook et Kabarok qui vient pour Soon, le livre de Photolia de design. Donc voilà, je vais passer d'abord la parole à Julien qui va nous expliquer un peu la création de la marque Plug and Play, comment ça s'est passé, le déploiement sur différents espaces, y compris sur des produits, et voilà. Merci Julie. Donc je suis Julien, je suis donc de formation graphiste. Avec 15 années de travail derrière moi, je suis devenu un petit peu directeur artistique. Et mon parcours m'a emmené à aujourd'hui travailler et vivre en Amérique du Sud, à Sao Paulo au Brésil, et à continuer à travailler sur des enjeux de conception de marque à l'international. J'ai aujourd'hui un bureau à Sao Paulo et un bureau à Berlin. Et mes clients me ramènent en France, en Espagne et pas mal en Amérique du Sud aussi. Bon, ça c'est pour une présentation un petit peu de mon profil. Et pour parler de Plug Play, il faut faire un mini historique, c'est-à-dire que j'ai commencé à collaborer sur ce travail-là dès sa création. Il s'appelait Nova à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité sous le nom de Nova, avec cette envie de créer un espace au milieu du salon, c'est Print, pour fédérer et montrer un petit peu le résultat, parce qu'on vend des machines à côté, enfin les marques vendent des machines, mais nous, en tant que créateurs, en tant que designers, on achète le résultat de ces machines-là. Donc on s'est dit, il faut créer un espace qui soit un petit peu pédagogique, qui nous permette de mettre en scène dans des contextes plus réels, l'utilisation de ces matières, l'utilisation de ces impressions, et bon, je rentrerai dans les détails par la suite. Lorsque nous avions décidé, il y a 1 an et demi maintenant, de transformer ce Nova en Plug and Play, on s'est dit, on a tout pour créer une marque qui n'existe pas. On peut faire des objets, on peut faire des imprimés, on peut faire du tissu, on peut faire des t-shirts, on peut faire des coussins, vous êtes assis dessus. Donc jouons le jeu d'une vraie fausse marque pour pouvoir se projeter dans des espaces plus liés à la réalité. On a donc créé un showroom, une sorte de pop-up store qui, comme un espace de retailing réel, on met en situation des solutions qui, j'espère, donnent des idées à des créateurs, des architectes d'intérieur, des décorateurs qui viennent nous visiter pour dire tiens, sur tel projet de boutique, je suis en train de créer pour mon client, je peux peut-être utiliser ces papiers peints, ces solutions d'impression. On a aussi créé un bar qui correspond plus à une mise en situation de restauration avec d'autres problématiques liées à la restauration. On a utilisé par exemple des laminations, c'est-à-dire le film adhésif qui vient protéger l'encre, des films adhésifs qui sont antimicrobiens sur le bar, donc qui va contribuer à l'hygiène du lieu, à la restauration. Et donc cette marque, on s'est dit, on va rentrer dans cette optique de marque, de collection aussi. Et comme Plug Play, c'est un événement au mois d'octobre à Madrid, il y a un événement au mois de janvier à Lyon, on se dit c'est automne-hiver, on va créer une collection automne-hiver. Et dans l'espoir, bien entendu, de l'année prochaine, reconduire cette collection en automne-hiver 2016-2017. Alors je vais vous présenter un petit peu cette marque qui n'existe pas, qui est juste là pour se projeter en fait. Si moi j'étais quelqu'un d'une marque comme Zara, H&M ou une boutique indépendante, j'enlève mon logo Plug Play, j'enlève le joli graphisme et puis je mets mes images de communication parce que j'ai les matières, parce que je peux, grâce aux petites étiquettes, voir sur quel support les impressions ont été faites et on peut rentrer dans les détails techniques. Je peux choisir en fait les futurs supports
de décoration de ma boutique, par exemple. Donc une marque plug play avec des objets qui n'existent pas, prêts à être customisés, personnalisés. D'où ces photos derrière d'objets vierges, en fait. Pour ce travail, on est parti non pas dans la création de graphismes, mais dans un premier temps dans un choix d'une gamme de couleurs. La réflexion s'est portée sur ce qui se fait aujourd'hui dans les grandes marques, et on a beaucoup pensé aux marques d'habillement. Il y a des collections qui se changent tous les 6 mois, voire tous les 3 mois quand on parle de fast fashion. Et on s'est intéressé aux tendances de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gammes de couleurs qui vont changer tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais on a aussi des gammes de couleurs qui vont changer tous les 4 ans. Une gamme de couleurs qui change tous les 4 ans aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Candy Colors. C'est-à-dire que chaque marque en habillement, par exemple, aujourd'hui, est un peu obligée d'utiliser ces couleurs-là pour être sûr de vendre des basiques. Donc on s'est dit, très bien, on va prendre une tendance de fond, on va faire une sélection de couleurs dans cette tendance de fond et on va un petit peu la customiser pour nous parce qu'on aime bien changer les choses. Donc Candy Color, c'est la couleur bonbon, c'est la couleur un peu légère. Même si on est en printemps, automne-hiver, on va dire que où j'habite et où je travaille, c'est les saisons inversées, donc ça complète. Moi je suis en été normalement. Bon, création d'un système d'identité visuelle, je dirais, simple. J'envisage toujours les identités de marque d'un point de vue utilitaire et très efficace. J'aime bien pouvoir marquer, et là en l'occurrence c'est très important de pouvoir identifier tout ce qui sort des machines avec le logo Plug Play. Je voulais cette transparence du logo à travers, bon, on le voit sur d'autres applications, on peut appliquer ce logo sur des photos, sur des matières, des motifs, et tout fonctionne. Je vais passer un petit peu. Ah, voilà. Donc première envie, c'est de créer une campagne. Il faut communiquer sur une marque. On crée une campagne et on l'oriente, par exemple, sur une campagne de mode, par exemple. Par la suite, on me dit qu'il y a un bar. Alors je me dis, ben voilà, la même identité déclinée. Si c'était une campagne pour un Starbucks ou je ne sais quoi, qui est liée à la nourriture, à la restauration. Donc on fait appel à des codes visuels très simples. Et surtout, une chose importante, ici, nos partenaires fabricants de machines adorent montrer que leurs machines savent imprimer toutes les couleurs, du noir très profond, des couleurs à côté des couleurs très vives. Donc il faut une campagne en noir et blanc, ça ne marcherait pas ici par exemple. Je me ferais retoquer, on me dirait c'est bon, t'as pas compris. Donc j'essaie à chaque fois dans un même visuel de mélanger beaucoup de choses, de la photo, des visuels, enfin des couleurs foncées, des couleurs plus vives. Et en même temps, dans un optique de décoration, j'essaye d'éviter l'emploi du noir, qui peut être un peu fort par moment. Donc, tac. Une autre campagne qui à la fois sur les objets, enfin une campagne. Une image qui pourrait être une campagne de notre marque. Une autre chose qui a orienté le graphisme, c'est que quand on travaille sur la préparation du Plug Play Espagne, on pense tout de suite à tout ce que l'on pourrait réutiliser pour la campagne, enfin pour l'événement à Lyon aujourd'hui. Donc on essaye de travailler la marque, d'une part en anglais, sur les petits détails graphiques sur le côté, image, personalization, digital, et en même temps à chaque fois marqué Madrid-Lyon. On a envie aussi de communiquer que ça se passe à Madrid, mais en même temps, le fait d'avoir imaginé cette communication en parallèle sur les deux pays, les deux événements, il y a beaucoup de supports fabriqués ou conçus pour l'Espagne qu'on peut réutiliser à Lyon. Ça fait quelques économies, c'est intéressant.
Et après, j'envisage, avant même de connaître mes fournisseurs, bon, ça fait 5 ans que je collabore sur ce projet-là, j'envisage un petit peu ce qui va se passer. Donc je commence en phase de conception à imaginer comment mon graphisme va s'adapter sur des objets, comment le graphisme va s'adapter sur du textile. Bon, ça c'est l'exercice de style lié au contexte. Bon, il y a toujours une très grosse production de tissus imprimés comme des t-shirts. Donc il faut imaginer, bon là il n'y a pas l'exemple en l'occurrence, mais de la sérigraphie, de la sublimation, beaucoup de toutes les 3 ou 4 grandes techniques principales du salon. Tac. Bon là on passe dans les déclinaisons. Moi j'aime bien quand on crée des marques, avant de présenter quelconque logo à un client, dans tous les cas de figure, moi je les décline. Je décline, je mets sur des voitures, je mets sur des avions, sur des skateboards, je ne sais quoi. Et ça me permet de confirmer le fait que le signe graphique qu'on est en train de créer fonctionne. Parce que faire un très beau signe, dire regardez comme il est beau, et après on se rend compte qu'il ne fonctionne pas dans son utilisation, c'est juste construire un bel édifice sur une base qui va s'écrouler en fait. Donc c'est important. Et ensuite, en parallèle, on travaille sur la création de toute une bibliothèque de patterns, d'estampes, qui, au moment où on va commencer à rentrer dans l'architecture de l'événement, vont devoir s'appliquer sur le bar, sur le showroom, pour le décorer. Et le tout lié, et cette année ça a été très important pour nous, avec comme fil conducteur cette gamme de couleurs, toujours, qui crée l'unité au final. Donc là je vais passer un petit peu des motifs. Alors j'ai collaboré il y a 2 ans, moi je viens de la communication, je viens du graphisme, de l'impact, du message qu'on doit comprendre, qu'on doit voir, qui doit être prégnant. Et là j'ai appris à être un petit peu plus doux et à travailler plus en subtilité, en collaboration avec des décorateurs qui m'ont fait asseoir à leur table et qui m'ont dit Julien, écoute, bon c'est bien ce que tu fais, mais c'est un peu fort, il faut un petit peu calmer. Quand on parle de décoration, imagine que ça ne peut pas crier à chaque fois sur les murs, ça peut pas être toujours trop fort, mais il y en a quand même. Je suis un dessinateur de caractères aussi à la base. Donc j'ai aussi créé une Plug Play, c'est une typographie qui s'appelle la Futura, la CG Futura exactement, une base de typographie historique que je me suis amusé à découper pour lui donner une caractéristique, et c'est devenu un vrai alphabet avec lequel on travaille sur tous les documents de communication. Après, il y a plein de variantes à imaginer. À l'époque, j'avais fait ça en me disant c'est les feuilles qui sortent de l'imprimante, les unes derrière les autres, qui s'accumulent. Encore du papier peint. Alors là, on rentre dans les papiers peints un peu plus impactants. Moi, j'aime bien. Avec des déclinaisons. Tac. Et toujours avec cette gamme de couleurs qui fait le fil conducteur. Et là, parce que c'est un exercice imposé, il faut toujours qu'il y ait des déclinaisons avec des photographies pour faire plaisir aux machines qui les impriment, qui sont capables de le faire. Et il faut qu'on puisse le montrer. Des gammes de papier peint un peu plus photographiques. Voilà. D'autres motifs, en jouant sur cette idée de magasin rempli d'objets à customiser et à personnaliser. Et après, pour des projets parallèles au Plug Play, je m'étais amusé en fait à détourner des logos. Comme c'est une marque qui n'existe pas, ça peut être n'importe quelle marque. Ça peut être le logo de la Warner, le logo de Holiday Inn ou de Gatorade, mais avec marqué Plug and Play dedans. Ou UPS en haut. J'ai remonté, tac. Et avec tout ça, en fait,
arrive le moment où on briefe un architecte, en l'occurrence un architecte espagnol, madrilène, à qui j'ai expliqué un petit peu, ben voilà, on veut ça ici, ça là-bas, il faut faire comme ça. Et comme c'est un architecte décorateur d'intérieur, je lui ai laissé à l'époque à Madrid, je lui ai dit, ben voilà, toute la matière, tout le graphisme, et cette année je ne vais pas y toucher, fais avec, interprète. Et il a pris le graphisme et il s'est dit, tiens, alors on va mettre ça là, on va faire comme ci, comme ça. Et il se trouve que ça s'est particulièrement bien passé parce que le travail qu'il m'a proposé sur la base de mes recommandations m'a tout de suite plu. Et on est arrivé, comme il n'y a pas eu beaucoup de choses à critiquer, je dirais, on a été plus dans la construction à deux, dans l'amélioration, la définition des détails à deux pour arriver au résultat final. Voilà un petit peu le parcours de la marque et de son application dans son espace. Sylvie, je vous laisse peut-être prendre la parole, déjà peut-être vous présenter. D'accord, merci. Donc ma présentation va être bien plus courte. Donc, je viens de Barcelone. Nous sommes une maison d'édition de livres de graphisme qui s'appelle Index Book. Je peux te prendre? Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Donc, ce que nous faisons, c'est des livres de graphisme qui sont la base de l'inspiration. À l'origine, donc, le produit de livres. Ah d'accord. Ah, tu dois accepter, j'accepte. D'accord. Voilà. Donc nous cherchons l'inspiration dans les livres à travers des travaux des graphistes comme Julien ou comme Jean-Philippe. Et dans ce cas, par exemple, aujourd'hui, je vais le passer comme ça, vous pouvez le voir. J'ai porté un de nos exemplaires, lequel pour nous est vraiment extraordinaire. Donc, la base, c'est un élément, un objet ordinaire, comme par exemple des bananes. Je pense que tout le monde connaît Sagmeister. Voilà. Donc, l'idée de ce livre, par exemple, c'est qu'avec un objet ordinaire comme une banane, on va faire une œuvre d'art qui est vraiment extraordinaire. Dans ce cas, il a fait tout un mur avec des bananes, mais la chose différentielle et curieuse, c'est que les bananes, après 2 ou 3 jours, elles ont pourri. Donc voilà. Tout le processus qui est arrivé. Je vais passer le livre, comme ça tout le monde peut le voir. Et à la fin, donc, on est arrivé à un mur totalement noir et pourri. Donc, le concept de ce livre, c'est à travers des objets ordinaires, on peut avoir et obtenir des œuvres d'art extraordinaires. Donc voilà, ça c'est notre site web. Ça c'est un des exemples, mais vous en avez d'autres. Et nous sommes toujours... Oui, merci. Nous sommes toujours à côté des graphistes qui s'inspirent dans les livres. Et nous publions donc les œuvres de ces graphistes. Voilà, ma présentation est vraiment courte parce que je vais laisser la place à Jean-Philippe, sinon on va pouvoir... Après, on va un peu débattre, c'est ça? Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc, je suis designer graphique indépendant. Je ne vais pas vous montrer mon travail. Vous pourrez aller le chercher sur Internet si vous voulez le voir. Moi, ce que je propose, c'est qu'on attaque tout de suite sur le sujet en fait, de la table ronde, si vous voulez bien. Puisqu'en fait... Il y a déjà une chose qui nous a marqué avec Sylvie avant de commencer, c'est le titre, de la communication visuelle à la communication créative. Et déjà, ça part un peu d'un paradoxe, en fait, cette phrase, puisqu'on oppose la création à la communication visuelle, comme si la communication visuelle n'était pas créative.
une autre opposition qui nous amène par rebond en fait à penser autre chose, c'est qu'il y aurait la commande pour un projet missionné, donc pour un client, qui elle serait de l'ordre peut-être de la communication visuelle, et une communication créative qui serait dans ce cas-là quoi? Alors une communication libre, qui serait sans contrainte, qui serait plus de l'ordre de l'art. Et c'est déjà quelque chose qui me pose question parce que de mon point de vue, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on pourra échanger là-dessus, un travail de commande, un travail pour un client peut très bien être créatif. Et à l'inverse, d'ailleurs, un travail totalement dénué de contraintes peut manquer aussi de créativité. Donc je ne sais pas quel est votre avis là-dessus déjà. Moi, je vais parler dans mon cas un peu particulier. Donc, je suis dans le monde des livres et c'est vrai que la commande qui est à travers d'un client est peut-être une façon. Donc, on a un devis au milieu. Donc, sûrement la créativité, et peut-être peut couper les ailes donc du budget qu'on peut avoir pour faire dans ce cas par exemple pour faire un livre on peut passer par un processus beaucoup plus créatif si notre devis le permet. Donc je ne sais pas si ça tu es d'accord parce que je sais que les graphistes des fois si je comprends bien, oui, ce que tu dis, c'est que ça dépend du budget en fait. D'accord. Mais est-ce que la contrainte ne peut pas être aussi l'occasion d'être créatif? Il y a des campagnes qui sont complètement fauchées, qui sont très créatives, et qui le sont justement parce qu'à la base, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Moi, je pense que ce n'est pas une question de budget, c'est une question d'interlocuteur. Et quand j'ai commencé ma carrière en 2000, je venais d'un cursus d'école d'art où on nous avait inculqué le fait qu'un bon graphiste travaille que pour le culturel et un graphiste qui a un peu vendu son âme va travailler pour le privé. J'ai beaucoup travaillé pour le culturel et je peux vous dire qu'il y a des endroits où on n'est pas très créatif parce que c'est une question d'interaction humaine. Et des fois, il y a des personnes qui ne vous laissent pas, qui n'ont pas envie, qui veulent juste un exécutant. Et je me suis aussi aperçu, pour avoir aussi pas mal travaillé dans le secteur privé, qu'il y a des gens dans les entreprises, certains directeurs de communication, qui sont à la recherche de gens qui ont des idées et qui veulent mener les marques plus loin que prévu. Et dès le départ, je me suis dit, on ne va pas aller soit dans un secteur ou dans un autre, on va aller chercher les bonnes personnes. Qui dit chercher les bonnes personnes, c'est aussi au sein d'une structure, trouver une personne qui décide. Parce que perdre du temps pendant 3 mois sur une création, à parler avec une personne qui n'est qu'un intermédiaire d'un autre intermédiaire, ne mène souvent pas à grand chose. Et souvent on refait tout et ça ne marche pas. Donc j'ai toujours cultivé, là pour le coup je vais donner quelques images de notre site internet, où on retrouve Plug Play par exemple. J'ai toujours cultivé cette idée d'aller travailler avec les personnes chez qui je sens la possibilité d'être décisionnaire sur le projet, c'est-à-dire qu'on parle réellement de ce qu'on va faire et les décisions dures à prendre, on les prendra ensemble, où il me dira réellement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Et c'est comme ça que à mon sens, on arrive à être créatif rien que d'un point de vue stratégique. Et par contre, en démarche, genre premier rendez-vous avec quelqu'un qui veut vous faire travailler, si je ne sens pas ça, je préfère ne pas y aller. Je préfère ne pas m'engager sur un travail où je sais que ça ne va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Alors c'est vrai que le rapport avec le client, moi je suis d'accord avec toi, il me semble très très important, beaucoup plus important que le secteur dans lequel on travaille. C'est marrant parce que tu parlais du milieu culturel et c'est vrai que quand je faisais mes études, il y avait un peu un rêve de vouloir travailler uniquement dans la culture. Moi personnellement, c'est pas du tout dans le domaine de la culture où j'ai fait les travaux dont je suis le plus fier. J'ai même des fois été très surpris de pouvoir
on va dire, expérimenter des choses assez différentes dans des secteurs qui, à la base, ne donnent pas forcément envie au premier abord, que ce soit par exemple dans l'industrie ou autre. Mais c'est vrai que la créativité, elle peut tout à fait naître, il me semble, d'un projet de commande. Et si on fait des parallèles avec d'autres... par exemple, si je prends le cinéma, il y a des réalisateurs aussi qui ont fait des magnifiques films de commande et ils étaient quand même assez contraints. Après, je rajouterais quelque chose, parce que la contrainte, c'est un truc hyper important pour chaque designer. La contrainte, ça fait avancer. La contrainte, c'est être très créatif sur son petit ordinateur, arriver chez l'imprimeur offset. J'ai un exemple en tête, je travaille sur des marques de spiritueux, où les étiquettes, c'est de l'argent, c'est c'est beaucoup de techniques mélangées. On se dit, bon, c'est génial, je travaille avec un riche commanditaire, une grosse marque, on va faire des étiquettes incroyables. Et on imagine tout et n'importe quoi. C'est très joli à l'écran. On arrive chez le prototypiste d'étiquettes et là, il vous dit, bon, bah, en fait, l'encre métallique, on ne peut pas la mettre après l'encre fluo que tu avais demandé. Il y a une incompatibilité d'encre. Sur le papier, pourquoi pas, à l'écran, très bien. Donc, il faut le penser autrement. Donc là, à ce moment-là, on se dit pas, bon, bah, le projet est mort, il faut refaire un autre. On se dit, bah, maintenant, comment on fait évoluer la chose? Comment la contrainte fait que le projet va être encore mieux? Parce qu'on va rentrer, on va comprendre le processus technique et les matières. On fait des choses. On ne fait pas que imaginer des absolus. On fabrique, on a un exemple là qui est intéressant dans le showroom. Je travaille depuis plusieurs années avec une matière qui s'appelle le Dibond. Le Dibond, c'est 2 feuilles de métal avec une feuille de plastique au milieu. On l'imprime, on le met au mur, ça fait des très beaux stands, ça fait des très belles décorations. C'est presque, je trouve, c'est un matériau qui a une vraie qualité. En s'amusant sur les machines de découpe, de fraisage, on s'est aperçu que en ne le découpant pas complètement et en le fraisant un petit peu, on peut le plier, faire des angles assez de très belle qualité. En l'imprimant en amont, on s'aperçoit que quand on le plie, l'encre qui est sur la jointure, elle ne s'écarte pas, elle ne s'évase pas et ça reste de qualité. On s'est dit, bah, on va faire des objets. Et donc un produit qui était fait pour faire de l'habillage, qui aurait pu habiller ce mur par exemple, bah, il est devenu des lampes là-bas. On a acheté des ampoules chez Ikea avec des fils et paf, on a créé une lampe. Parce qu'on est rentré on s'est dit, c'est quoi cette matière, à quoi elle sert, on l'a un petit peu, quitte à se tromper. Et la lampe aujourd'hui, elle a cette forme-là sous son premier prototypage, mais c'est une résultante de plein de contraintes. Sans ces contraintes-là, ça n'aurait pas été rigolo presque. Moi j'aime bien quand il y a toujours 2 phases dans un projet de création, ne serait-ce que dans une création d'identité. Sur Plugplay, j'ai une chance incroyable, ça fait 5 ans que j'ai carte blanche. Et 5 ans qu'on s'entend très bien, je propose, ça marche, on règle un petit peu, mais je pars de rien, on me dit tu te débrouilles. J'aime bien ça. Par contre, à un moment donné, il y a un échange et on me dit, il y a des années, on m'a dit, Julien, il n'y a pas de photo. Ça marche pas, il n'y a pas de photo. Tous les gens vont être déçus, enfin les fabricants de machines vont être déçus. Ça m'a forcé à mettre de la photo. Je suis quelqu'un qui vient du graphisme, de la forme, comme le play, de la typographie, des formes vectorielles, du motif. Et j'ai été pour une des premières fois dans mes travaux obligé à faire des sélections de photos. On m'a dit, je suis désolé s'ils m'écoutent, on m'a dit il faut travailler avec une banque d'images. Je fais des banques d'images jamais de la vie. Moi je fais travailler des photographes, c'est de qualité. Les banques d'images c'est toujours des choses que personnellement je répudie presque. Et là il a fallu que je me plonge dans les banques d'images, que je trouve des images qui me fassent plaisir et j'ai trouvé. Et au final aujourd'hui les banques d'images c'est un outil. Alors qu'à l'époque je disais ouais les banques d'images c'est un truc pour les agences de pub qui font de la publicité. Dans le mauvais sens du terme, j'entends. Et donc la contrainte, oui, très bien. Moi, je prends quelque chose que tu expliquais avant. Donc, si dans notre cas, pour les maisons d'édition, c'est très important d'être à côté de l'imprimeur, donc de savoir et de connaître quelles sont nos possibilités. En Espagne, à Barcelone, il y a une maison d'édition, comme nous, on est à côté d'un imprimeur qui fait, je ne sais pas si ici aussi ça se fait en France, hein, mais donc là-bas, lui, il fait chaque trimestre
une matinée de travail ensemble. Alors, il prend plusieurs professionnels, ils viennent sur ces machines et ils vont développer des créations qui sont pas, que c'est simplement pour connaître sa machine, pour connaître ses possibilités. Et c'est super, c'est des matins vraiment très très importants de travail. Ça rejoint ce qui est fait ici, d'une certaine manière. C'est incroyable. Parce que le but de cette rencontre sur ces prints, c'est de dire aux créateurs, regardez ce qui est possible et demandez-le à votre fournisseur. Et si votre fournisseur n'est pas capable de le faire, il va devoir se renseigner, peut-être s'équiper, se mettre à jour, et la boucle est bouclée. Voilà. Et être aujourd'hui en contact avec les fabricants de machines, ils sont fabricants, ils ne sont pas imprimeurs. Et ça, on voit bien la différence. Ils ont en tête toutes les possibilités de la machine. Après, quand on rentre dans le quotidien chez un imprimeur, l'imprimeur, il est très bien équipé, il sait très bien faire son métier, et parfois, il y a des facilités et des habitudes de travail qui font que la machine qui aurait pu faire 3 choses, il l'utilise pour en faire 2. Et c'est peut-être aussi en tant que créateur-concepteur de rappeler qu'il y a une 3e chose à faire avec cette machine. Donc on peut le voir ici, on peut le rappeler. Ça paraît un peu abstrait, mais c'est vraiment je pense que le rôle d'un quelqu'un qui crée des objets de communication ou de la décoration se doit de comprendre les techniques. Et parfois, des fois, dire attends, on va pousser un petit peu les choses, on va un petit peu j'ai été me renseigner et on va tester on va tenter des choses, vraiment. Alors oui, c'est vrai que c'est très à propos de parler effectivement des contraintes d'impression dans un endroit comme ici. Je pense aussi à d'autres formes de contraintes quand on travaille sur la communication visuelle qui sont plus de l'ordre tout simplement d'un besoin. C'est-à-dire que le but aussi de la communication visuelle, c'est de répondre à une demande, à des problématiques qui ne sont pas toujours identifiées aussi par rapport à un client. Et là, je rejoins aussi ce que tu disais sur le rapport qu'on peut avoir humain avec la personne qu'on a en face de soi, parce qu'il peut arriver des fois où on a finalement à la première rencontre une demande, mais une demande un petit peu... en gros, je veux une affiche, je veux un site internet ou je veux une carte de visite. Et puis au final, on fait une vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, l'identification du besoin, c'est quelque chose qui est très important et qui ne va pas forcément de soi. Donc la contrainte technique, effectivement, c'est une chose, mais après, il me semble que la créativité, elle vient aussi à la base d'une écoute, d'un échange, je dirais d'une identification d'une vraie problématique et derrière d'une réponse qui peut être donnée. Et derrière ça, il y a dans le design visuel, je pense que ça peut vraiment couvrir des champs qui sont très larges et qui ne sont pas forcément, on va dire, liés à l'image fixe, à l'impression, au numérique. Je veux dire, tu parlais tout à l'heure d'avoir fait des lampes, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du projet. Et derrière, tu avais quand même quelque chose qui était effectivement ta carte blanche, mais derrière, tu as quand même en tête aussi un besoin, tu sais où est-ce que tu te places, ces prints, typiquement, il y a une cible qui est bien spécifique. Et moi, ce que je trouve intéressant, typiquement dans mon métier, et là où finalement, si j'étais absolument sans contrainte et que je serais plus dans le rôle d'un artiste qui donnerait une vision du monde, où c'est pas du tout mon métier, ce qui m'intéresse, c'est justement toutes ces formes de contraintes. Et j'ai pas du tout l'impression d'être censuré ou bloqué quand on me donne toutes ces obligations à suivre dans le projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'être confronté à ça et de me dire, comment je vais trouver une solution ? Et j'ai pas forcément d'idée à l'avance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le processus, c'est de me dire, là, ok, avec toutes les problématiques qu'on a eues, toutes les contraintes de budget, de temps, et peut-être des fois aussi des individualités à gérer, des politiques internes. Des politiques. Quand on parle de culture, on est très souvent confronté à ça. Comment faire pour être malgré tout satisfait ? Parce que bien sûr, je serais peut-être d'accord avec moi, mais s'il n'y a que le client qui est satisfait, c'est le travail qui est fait à moitié, en fait. Je rajouterai un petit truc. Ça, c'est quelque chose que je revendique et je le dis régulièrement.
Et je dis même à mes clients, je leur dis, et ça peut paraître un peu dur des fois à entendre, je leur dis, vous êtes un véhicule. Parce qu'ils me disent, ah mais c'est super, on a bien travaillé ensemble. Je fais, bah ouais, on est tous contents, et moi le premier, et vous aussi, donc si tu es content, je suis content. Mais vous êtes un véhicule pour des gens comme nous, exprimer des choses. C'est-à-dire que je choisis mes projets en me disant, tiens, je vais pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. C'est pas que j'avais ça en tête, mais j'avais des idées qui allaient dans ce sens-là. Ce client va me permettre de le réaliser et il devient un véhicule. Il devient un véhicule à faire ce que j'ai envie de faire. Donc je choisis en fonction des véhicules que j'ai envie de faire. J'oserais pas employer de mon point de vue ce terme parce que j'aurais peur aussi, d'être vu comme quelqu'un qui cherche les opportunités pour développer ce qu'il a en tête. Mais voilà. Moi, oui. Mais bien sûr, mais après, ça dépend tout à fait des sensibilités, des objectifs de chacun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être surpris aussi. C'est-à-dire que chaque client, ou presque, c'est la découverte d'un nouveau métier, d'un nouvel univers, des fois des choses que je ne connais et que je ne maîtrise absolument pas. Et moi, mon défi, c'est de ne pas arriver avec des préjugés, mais derrière, d'arriver à quand même faire quelque chose qui soit créatif, intéressant, d'arriver à le différencier, tout en répondant quand même à son besoin. Et c'est vrai que des fois, j'ai travaillé plusieurs années dans une agence de pub, justement, en tant que directeur artistique. Il y avait certains clients, je travaillais dans de la grande distribution. Donc on va aller faire des affiches promotionnelles pour la grande distrib, il fallait aller très vite, il fallait bien maîtriser les codes, etc. C'était pas foufou, quoi. Voilà, j'étais pas non plus devant mon écran comme un dingue à faire des prospectus pour tel ou tel magasin. Mais en même temps, c'était quand même intéressant d'arriver à sortir quelque chose de différent par rapport à des codes qui sont quand même vraiment qui ont du mal à bouger. Et aujourd'hui, bien sûr, je sélectionne beaucoup plus mes clients et c'est aussi l'objectif et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis à mon compte. Et je ne sais pas si je retravaillerai encore avec de la grande distribution, mais pourquoi pas. Mais c'est ça aussi qui moi m'intéresse et on est toujours vraiment dans l'échange. Et c'est important pour moi de respecter aussi le client dans ce qu'il est et dans la méconnaissance aussi de mon métier. Et du coup, la pédagogie pour moi est très importante dans mon travail. Le travail de designer, c'est pédagogue. Tu ne peux pas présenter quoi que ce soit sans un minimum de pédagogie et sans le respect minimum. Moi, j'ai la chance aujourd'hui parce que j'ai choisi un pays où je travaille, donc au Brésil, et c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que les gens sont des gens où la sensibilité humaine est un peu plus forte qu'en Europe, je pense. Et j'ai vu des gens pleurer. Parce que c'était comme ils voulaient. J'ai vu des gens pleurer parce que c'était pas comme ils voulaient. C'est pire. Mais j'ai vu des gens réagir. Et à chaque fois, ce sont des gens à qui on présente et où il y a une réelle sincérité dans l'échange. Et d'ailleurs, et c'est là où je veux en venir, c'est que travailler avec des Brésiliens, par exemple, c'est travailler avant tout avec des gens qui vous ont déjà invité chez eux, avec qui on a eu des échanges personnels et qui, après cette mise en confiance, vous a dit « Allez, on va travailler ensemble ». Donc le rapport au devis n'a plus rien à voir. On fait un devis, on est déjà dans un dialogue de respect. Donc la personne voit votre devis, il peut refuser, il n'y a pas de souci, mais il y a un échange très respectueux là-dedans. Et après, le processus de création est d'autant mieux que le devis s'est bien passé, la création se passe bien. Et les réactions humaines c'est le plus important. J'arrivais à le trouver en Europe, je le trouve toujours. C'est pour ça que je suis là. Mais sur ce continent, il y a des choses intéressantes humainement qui se passent dans la création. Des gens qui se sont fait tatouer, des choses que j'ai faites pour eux, quoi, pour dire j'ai aimé. Je dis bon, super. Si, mais c'est vraiment important la base, la relation entre le créateur et le client. Ça c'est dans notre cas, on a un projet qui était vraiment très intéressant. C'était un livre sur le calendrier.
Donc le designer, il avait appelé le livre Tempus Fugit, comme en latin. Et il voulait que la couverture représente le passe du temps. Donc c'était Tempus Fugit, et alors il fallait avoir une couverture vraiment très créative qui représentait ça. Et alors, sa brillante idée, parce que c'est vrai qu'elle était brillante, c'était on va faire la couverture avec du papier de verre. Donc c'était bien, c'était intéressant parce qu'on va aller avec le pass, en faisant bouger le livre, donc le papier de verre va se gaspiller et ça va représenter le pass du temps. Donc ça c'est bien, c'est vraiment créatif. Mais alors là, bien sûr, c'était difficile de porter ça dans les librairies, donc il fallait donc la contrainte que tu parlais, non? Donc ça marchait, c'était bien, c'était intéressant, mais ça ne pouvait pas marcher. Donc on a fait à l'envers, on est passé du papier de verre et on est passé au velours. Donc aussi le velours, il avait la possibilité de faire passer le temps et que les couvertures des livres qu'ils ont beaucoup bougé, donc ils ont changé, ils ont été usés. Et c'est un peu la contrainte qui a fait que le designer, C'est arrivé au velours. Voilà, il a évolué. C'est génial. Et c'est vrai que la relation entre le client et le designer était très importante parce que quand ils ont présenté ça, moi je ne savais pas quoi faire. Donc je vais me bousculer ou je vais avoir l'attaque au cœur. Ça a été curieux. Ouais, On va continuer parce que je n'ai plus de public du tout. non, on n'a pas du tout surveillé le temps. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas si c'est fini. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là.